Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la ligne de l'actualité de ce 1er septembre 2020, fichier électoral 2020, plus de 15 000 nouvelles inscriptions sur les listes électorales, ceci portant le nombre total d'inscrits à environ 6 200 000. Des chiffres peu reluisants, la pandémie du coronavirus et les élections couplées de février dernier en sont les raisons. Le docteur Eric Essoussé a donné un point de presse ce jour au siège de l'institution à Yaoundé. On fait le point dans ce journal. Également dans ce journal, nous irons au marché où le prix de la tomate connaît une hausse vertigineuse. Pour un cajot vendu entre 2 000 et 2 500 francs il y a environ 2 mois seulement, il faut désormais débourser au moins 6 000 voire 11 000 francs CFA. Tout est en fonction de la qualité du produit. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. La révision des listes électorales s'est achevée hier 31 août. Au lendemain de la clôture, le directeur général des élections a fait le point de l'opération ce jour à Yaoundé. Globalement, l'on note que les élections de février et mars dernier ainsi que le coronavirus ont relativement influencé l'opération cette année. Olivier Bouzik. Comme aux années antérieures, la révision des listes électorales de l'année 2020 a démarré le 9 avril dernier en raison de la tenue du double scrutin municipal et législatif du 9 février et des élections législatives partielles du 22 mars. Entre le 9 avril et le 31 août, voici le point de l'opération. Nous avons enregistré 15 077 nouvelles inscriptions, dont 9 989 hommes, 5 488 femmes, 38 personnes handicapées. Parmi ces inscrits, on dénombre 10 257 jeunes. Les inscriptions de cette année portent le nombre total d'inscrits au fichier électoral national à 6 168 575. Les chiffres sont peu reluisants. À Elecam, l'on accuse le coronavirus. La pandémie aurait changé le mode opératoire d'Elections Cameroun. Le respect de ces mesures barrières prescrites par le gouvernement nous a amenés à procéder aux opérations de révision des listes électorales uniquement dans les postes fixes que sont les antennes communales d'Elections Cameroun, plutôt qu'à effectuer les descentes sur le terrain comme cela se faisait les années antérieures. L'affluence n'était pas grande compte tenu de la prudence observée pour éviter au maximum les contacts non indispensables. Durant cette même période, l'organe s'est également attelé à la distribution des cartes électorales disponibles aux électeurs qui en faisaient la demande, certainement dans l'optique de préparer les élections régionales en perspective. Dès à présent, nous allons procéder aux vérifications techniques nécessaires pour la production des listes électorales provisoires au plus tard le 20 octobre et la production de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre, conformément à la loi. Il faut noter que la prochaine révision des listes électorales va démarrer le 1er janvier prochain, conformément à la loi électorale. Les femmes camerounaises disent stop aux violences contre les femmes du nord-ouest et du sud-ouest. Une centaine de femmes sont réunies ce jour à Yaoundé pour soumettre un plaidoyer à Marie-Thérèse Abenandoua, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, afin que cesse la crise dans ces régions. Olivier Bouzik. Florence Ayafor, Achini Comfort Thomasan, Mbatrichor. 3 jeunes Camerounaises ayant connu une fin tragique, brutalement assassinées au nord-ouest, région en proie à une crise sécuritaire. Comme ces 3 victimes, des centaines de femmes ont été mortellement agressées depuis le début de la crise en 2016. Leader d'un mouvement de femmes meurtries, la vice-présidente du Sénat et ses camarades expriment leur ras-le-bol. La force des hommes ne doit pas se mesurer sur les femmes. Les femmes donnent la vie, la femme porte le bébé pendant 9 mois, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui... Il y en a qui ne sont même pas allés à l'école parce qu'ils instruisent leurs frères, ils instruisent leurs enfants. Alors
c'est immoral, c'est cruel, c'est criminel. Il me manque de mots pour traiter tous ces hommes, tous ces jeunes gens qui s'acharnent sur les femmes. Ce 1er septembre, elles ont rencontré la ministre en charge de la promotion de la femme et de la famille pour lui soumettre leurs doléances afin de mettre un terme aux violences dont les femmes et les enfants sont victimes au Nozo. Je supplie les Camerounais de laisser les femmes tranquilles, de respecter la femme. La femme donne la vie, la femme est la mère. Vêtues en noir en hommage aux femmes décédées, elles ont invité les différentes parties prenantes à mettre un terme aux violences dans le Nozo pour un retour de la paix dans ces deux régions. Nouvelle attaque du groupe terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Cela s'est produit dans la nuit du 31 août au 1er septembre dans le village de Kouyapé. Bilan, 6 morts et de nombreux blessés graves d'après les sources médiatiques. Makeda Lidinoucho. 6 morts, c'est le bilan d'une nouvelle attaque perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram dans la nuit du 31 août au 1er septembre dans la région de l'extrême nord. L'attaque meurtrière s'est produite dans le petit village de Kouyapé, situé dans l'arrondissement de Kolofata, département du Mayo-Sava. C'est vers 1 h du matin que ce village a été pris d'assaut par les assaillants armés d'explosifs, selon les sources médiatiques. Une fois alerté par le comité de vigilance, une équipe du bataillon d'intervention rapide BIR s'est rendue sur les lieux. L'affrontement entre les deux parties a fait reculer les assaillants. L'un a déclenché sa ceinture explosive. Plusieurs civils ont été tués, d'autres blessés. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de Mora à Pranton. Il y a un mois, le groupe armé islamiste Boko Haram avait également perpétré une attaque dans la localité de Getiowe, toujours dans l'extrême nord. Au cours de l'attaque nocturne, au moins 10 civils avaient perdu la vie, dont 5 enfants et 6 femmes. Cette attaque suicide visait à faire un maximum de victimes parmi les civils, avait déclaré l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch dans un rapport. Nous restons dans l'extrême nord où l'effondrement du pont de Pala présage des lendemains plutôt difficiles pour les populations et les usagers de l'axe Maroua-Mora-Kousseri. Le gouverneur de cette région a tenu ce jour une réunion de crise et l'on annonce une descente prochaine d'une équipe interministérielle pour des solutions à ce problème. Mais hier déjà, après cet effondrement, nous avons tendu le micro aux populations qui présentent les désagréments qu'ils connaîtront après l'effondrement de ce pont-là. Je propose d'écouter tour à tour les populations et le maire de la ville de Maroua. Pour nous qui habitons Palar, maintenant il va falloir qu'on fasse presque tout le tour de la ville. Parce qu'il faut contourner de l'autre côté vers Missingre pour arriver à Palar. Donc pour nous qui partons aussi au champ, il va falloir faire au moins 6 km au lieu d'1 km. Donc ça veut dire dans tous les cas il y a les dépenses. On doit avoir peur parce que si 2 ponts se sont affaissés en 2 ans, ça veut dire que peut-être prochainement ça sera un autre pont. Donc si le gouvernement peut amener les vrais gens qui peuvent faire les vrais trucs, ça nous aiderait. Vraiment c'est compliqué parce que tout par là est maintenant bloqué, suspendu de la ville. Il y a pas, s'il y avait une autre route, c'était Boliol. Boliol me met en chantier maintenant, donc depuis là, il n'y a personne qui traverse. Donc les gars sont obligés de rester dans le secteur, c'est vraiment triste. Monsieur le gouverneur a été clair par rapport au désastre qu'on a enregistré suite à la pluviométrie de ce matin, qui avait été préalablement annoncé. Il est question de rétablir la circulation sur la nationale. Rétablir immédiatement la circulation et de voir après. Pour ce faire, il est question désormais d'ouvrir une voie de contournement. Voie de contournement pour relayer la fluidité de la circulation entre, d'une part, les camions qui viennent entre Maroua, Mora, Maroua, Kousseri, Maroua, N'Djamena. Et pour ce faire, une voie de contournement a été identifiée et est mise, n'est-ce pas, à la disposition des engins lourds qui desservent cette zone.
Et évidemment, pour éviter tout autre incident, l'accès, la circulabilité sur l'axe Carrefour Para et Frolina est désormais interdit. Interdit jusqu'à ce que l'ouvrage de franchissement soit réhabilité et ouvert à la circulation. Pour l'instant, il est question maintenant de prévenir les populations, d'encadrer donc cette opération de réhabilitation du radier afin que la circulation puisse être rapidement reprise sur l'axe. Territoriale, 34 préfets déjà frappés par l'âge du départ à la retraite attendent un décret du président de la République. Ce dernier, qui leur avait déjà offert en 2019 une prolongation de 10 mois à la tête de leurs différentes circonscriptions administratives. Mireille Sabzi. Les termes du décret présidentiel du 7 octobre 2019 respectés, une bonne partie des préfets et sous-préfets actuels devraient être appelés à faire valoir leur droit à la retraite d'office le 31 août 2020. Sauf que le décret présidentiel qui ordonne le mouvement des gouverneurs, préfets et sous-préfets reste attendu par les observateurs. Toutefois, l'on constate une certaine inquiétude et un ensemble d'agitation au sein du personnel du commandement. C'est donc dire que depuis des jours, la presque totalité des postes de préfet est vacant, car nombre d'actuels titulaires du poste ont déjà épuisé une première prorogation. En effet, un décret inhabituel du président Paul Biya, signé le 7 octobre 2019, accordait une rallonge collective d'activité de 10 mois à certains fonctionnaires du ministère de l'administration territoriale. Au total, 67 hauts cadres, dont 46 administrateurs civils et 21 secrétaires d'administration devraient être admis à la retraite d'office le même jour, suite à une prolongation arrivée à expiration le 31 août 2020. Ce départ collectif et regroupé constitue une nouveauté dans la fonction publique camerounaise. Les fonctionnaires étant habituellement admis à faire valoir leurs droits à la retraite en fonction de leur date de naissance. Les dispositions du statut général de la fonction publique camerounaise qui prévoit la retraite à 50 ans pour les petites catégories C et D et 55 ans pour les catégories A et B ont cessé d'être appliquées pour laisser place à un régime de dérogation à tête chercheuse. Le constat est plutôt troublant. Plusieurs députés de la ville de Douala ne disposent pas d'un cabinet parlementaire. Et pourtant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Chaque député doit avoir un cabinet parlementaire dans lequel il peut recevoir à tout moment le peuple qui l'a élu. À ce sujet, l'honorable Gabriel Fandja fait partie de l'exception qui confirme la règle. Makedali Dignotion. Lorsqu'il décide d'être candidat aux dernières élections législatives pour le compte de la circonscription de Vouri-Ouest à Douala, Gabriel Fandja se donne pour objectif, entre autres, de mettre sur pied son cabinet parlementaire s'il est élu. Chose faite. Ici, vous êtes au cabinet parlementaire de l'honorable Fandja Gabriel, cabinet qui répond à 5 objectifs que je me suis donné lorsque j'ai décidé, n'est-ce pas, de me porter candidat à cette fonction de député de la nation. D'abord, le cabinet me permet d'être visible à tout moment, de façon permanente sur le terrain, dans ma circonscription. À Douala, cet exemple est l'exception qui confirme la règle, car les différents députés approchés n'ont pas de cabinet parlementaire. Ce constat fait sur le terrain n'est pas normal, car la loi qui encadre l'activité des députés est claire. Alors, en vertu de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est clairement mentionné que les députés reçoivent une dotation mensuelle pour la rémunération d'assistants parlementaires. Ce qui veut donc dire clairement que les députés ont l'obligation d'avoir un cabinet parlementaire au sein duquel ils auront l'obligation et la contrainte de recevoir le peuple qui les a conféré un statut. Et à partir de là, ils peuvent donc, après l'échange avec le peuple, faire des bonnes propositions, des lois au niveau du Parlement camerounais. Sur l'absence générale de cabinet parlementaire, plusieurs facteurs pourraient expliquer cela.
Alors, la carence du fait que les cabinets parlementaires sont inexistants peut résulter du simple fait que, soit par l'ignorance des députés, soit alors par leur mauvaise foi, parce qu'il est bien clairement indiqué, comme je l'ai précisé tout à l'heure, aux dispositions 110 du règlement intérieur, une obligation qui est faite à ces députés d'avoir des cabinets parlementaires. Et vous savez, ces cabinets parlementaires ont pour mission de rendre le débat politique vital. Quoi qu'il en soit, l'enseignant de droit public insiste sur l'obligation des députés de disposer d'un cabinet parlementaire, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les populations ont-elles donc toujours accès à ces députés une fois élus? À Douala, nombreux sont ces habitants-là qui ne savent pas où rencontrer leurs députés. C'est ce qui sort des différents avis recueillis dans la capitale économique. Nous ne savons pas où se trouve le bureau du député. S'il faut le voir, nous ne savons comment faire pour le voir. Je n'ai aucune idée. Ça. Je ne connais même pas où est situé mon député. Je n'ai jamais rencontré dans le député. Député, quand il est déjà député, tu le vois encore. Tu peux encore le voir avec les yeux. Et les gens qui passent même en route, si c'est la saison sèche, il va seulement accélérer la poussière. C'est la poussière qui te fait savoir que voir le député qui passe. Si c'est la saison de pluie, il te clabousse. Il vient sur le terrain seulement quand il veut les voir. Et quand ils sont même déjà élus, ils changent de domicile. Ils vont maintenant aller vivre que dans les grands villas. Les sous-quartiers où vous étiez ensemble, ils ne sont plus avec vous. Vous voyez le député avec les yeux. Je n'aime pas d'avoir de député pour commencer. Et quand vous savez que quand pas de député, quand on n'a pas de poste, on est visible. Mais quand on est déjà député, on devient invisible. À l'Assemblée, dites qu'ils sont pour le peuple. Or, on ne les voit pas. Dès qu'on les vote, ça va. Ils utilisent le titre pour faire les affaires. Est-ce qu'on les voit même d'abord? Je ne sais pas s'ils sont même souvent dans la ville. Aujourd'hui, le Cameroun ne demande même plus qu'on cherche à connaître les pareils gens. On est là maintenant pour chercher comment on va faire pour manger. Donc, je vais le chercher pour le connaître, pour partir avec lui. Créer un cadre de collaboration entre la société civile et les autorités administratives et autres élus locaux, c'est l'objectif de la rencontre organisée ce mardi matin à Douala par la plateforme des organisations de la société civile du littoral. Plusieurs représentants de la société civile, ceux de l'administration, en passant par les forces de sécurité, ont pris part aux travaux. Travaux qui rentrent dans le cadre du projet ACED, soutenu par l'Union européenne sur l'importance de l'animation d'un cadre de dialogue multi-acteurs. Nous vous proposons à présent d'écouter le coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir au micro de STV. Il faut dire que cette plateforme qui est portée par le projet ACED financé par le Procivis est une activité dont nous pensons être un cadre qui va susciter, n'est-ce pas, la construction des solutions de manière participative et durable. C'est un espace que nous voulons comme un espace qui s'empare des problèmes, n'est-ce pas, qui affectent les populations de la région du littoral et qui sont susceptibles de créer des tensions. C'est important parce que ici il y a une dimension aussi, n'est-ce pas, cohésion sociale. Il y a une dimension aussi des libertés publiques qui est prise en compte. Donc nous devons, il est question ici là de traiter des problèmes, n'est-ce pas, qui sont posés et qui affectent un grand nombre de populations dans la région du littoral et qui sont susceptibles de créer des tensions sociales. C'est une façon d'anticiper, n'est-ce pas, sur n'est-ce pas, des problèmes qui peuvent surgir ou alors survenir dans la région du littoral. C'est un peu ça l'idée qui a été pensée et qui regroupe plusieurs acteurs dont le gouverneur de la région du littoral et surtout les forces de défense et de sécurité qui sont conviés à ces rencontres-là.
Comme annoncé en titre, la tomate connaît une flambée de prix sur le marché. Le cajot à 2000 ou 2500 francs il y a quelques semaines encore, il coûte aujourd'hui au moins 6000 francs CFA et le bonheur des uns fait le malheur des autres. Inès Panga. La saison blanche passée, désormais la saison sèche. Au marché Sandaga, spécialisé dans la vente des vivres frais, dans le premier arrondissement de Douala, les tomates sont de plus en plus chères. Bon, maintenant, la tomate qu'on vendait à 2500, on va maintenant à 8500, 7500 francs, 6500 au trop. Donc, quand même, quand on va comme ça, on s'en sort. Parce que le transport d'un cajot, Baganté ou Tchang, c'est 1500 par cajot, 1000 francs. Si la saison privée, comme ça, là, c'est 1000 francs par cajot. La tomate varie de 8500 à 11 500. Et le 11 000 c'est quoi? C'est quel cajot? 11 500 c'est la bonne tomate, la tomate qui n'est pas touchée à l'intérieur, ce qui est bien fait. La tomate de 8 000 c'est la tomate qui a un peu de toucher mais qu'on veut facilement et rapidement libérer. L'explication de ce brusque changement de prix se trouve dans ce passé marqué par une surabondance. Je suis cultivateur et en même temps vendeur de tomates. Avant, il y avait un peu assez de tomates au champ. On vendait la tomate à 2500, 2000. Bon, maintenant, il y a manque. Le vivre frais, quoi. Tout le vivre frais. Donc, il y a manque, ça devient cher. Quand il y a abondance, c'est moins cher. Et comme le stock qui était abondant et a fini, et maintenant, il y a aussi manque de tomates au village. Une situation qui fait le bonheur des cultivateurs et des vendeurs. Avec ces nouveaux prix, ils disent trouver leur compte. Donc pour s'en sortir, il faut qu'on vende la tomate à 6 000, 5 000, 6 000, 7 000 avant qu'on s'en sort. Donc on vend la tomate à 2500, 3 000, on perdait beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, maintenant on s'en sort. Un sentiment qui n'est pas partagé par les acheteurs. Avec la nouvelle donne, la décision d'acheter un panier de tomates est précédée de longues négociations et parfois de plusieurs arrêts chez différents commerçants. C'est cher, aujourd'hui c'est cher. C'est vrai, le mois dernier on a consommé excessivement, mais maintenant c'est comme s'il faut payer les prix. Cette flambée des prix de la tomate était prévisible pour plusieurs observateurs. Ils l'ont annoncé alors que nous étions encore dans la saison d'abondance, il y a de cela quelques semaines seulement, au début de ce mois d'août. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. En Guinée, le président Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre. L'annonce a été faite par son parti, le RPG. L'opposition a annoncé la reprise prochaine des manifestations contre ce troisième mandat. Au Soudan, le procès de l'ancien président Omar El-Béchir et 27 autres personnes a été reporté au 15 septembre pour mettre en place les mesures sanitaires contre le Covid-19 selon le juge. Ils sont accusés d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989. La Cour de cassation française examine mercredi le pourvoi contre sa remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. Il a été arrêté le 16 mai près de Paris après 25 ans de cavale. À Maurice, 2 personnes ont été tuées et 2 autres portées disparues après la collision d'un remorqueur et une barge qui nettoyait la fuite d'hydrocarbures ayant ravagé début août la côte sud-est de l'île. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.